Le 28 juillet 1976, dans la cour de la prison des Baumettes, la lame de la guillotine tranche la tête d'un jeune homme de 22 ans. Il vient de payer de sa vie le meurtre d'une fillette de 8 ans, affaire classée, justice rendue. Sauf que, 2 ans plus tard, un livre va tout remettre en question. Des témoins qui ne reconnaissent pas l'accusé, des preuves qui n'ont de preuve que le nom, des aveux obtenus dans des conditions douteuses, et cette question qui hante encore la France aujourd'hui, se pourrait-il que l'on ait guillotiné un innocent? Presque 50 ans après cette exécution, personne n'a pu apporter de réponse définitive à cette interrogation, ni les partisans de la culpabilité du condamné, ni ceux qui crient à l'erreur judiciaire. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire Christian Ranucci, une des affaires criminelles françaises les plus controversées du XXe siècle. Générique. Dans les années 70, Marseille est une ville populaire et cosmopolite marquée par les vagues d'immigration et les contrastes entre solidarité de quartier et difficultés économiques. La cité Sainte-Agnès, située dans le 4e arrondissement, est assez récente et symbolise l'espoir d'une offre de logement moderne pour ceux qui ont peu de moyens, à l'image des familles qui habitent dans le bâtiment situé à l'intersection de la rue Albe et de la rue des Linots. Parmi les habitants de cet immeuble, il y a les Rambla, une famille d'origine espagnole qui vit modestement. Pierre, le père, est ouvrier boulanger et son épouse, Maria, est mère au foyer. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. Le lundi 3 juin 1974, dans la matinée, Marie-Dolores Rambla, âgée de 8 ans, joue avec Jean-Baptiste, de 2 ans son cadet, devant leur immeuble. C'est le lundi de Pentecôte, le jour est donc férié, mais pas pour tout le monde. Monsieur est parti au travail de très bonne heure, comme d'habitude, pendant que madame s'affaire à la maison en jetant parfois un coup d'œil sur son fils et sa fille qui jouent dehors depuis sa fenêtre. L'ambiance est détendue dans le quartier, il fait beau et tous les enfants des environs profitent de leur week-end à rallonge avec toute l'insouciance propre à leur âge. Et oui, à l'époque, pas de téléphone ni de tablette, les enfants jouaient dehors. Malheureusement, ce 3 juin 1974, entre 11h05 et 11h20, un événement dramatique se produit. Dans cette fourchette, Jean-Baptiste remonte chez lui en panique pour dire à sa mère qu'il ne trouve plus sa sœur et précise qu'elle a disparu après avoir été abordée par un inconnu en voiture. Pierre est là, il vient tout juste de rentrer du travail et le récit de son fils le convainc que ce qui vient de se passer n'est pas normal. Marie-Dolores est peut-être en grand danger. Et si l'homme dont parle Jean-Baptiste l'avait enlevé? Pendant plus d'1 heure, Pierre écume le quartier, il appelle sa fille et tape aux portes de tous ses voisins, mais malheureusement, elle demeure introuvable. Le père de famille décide alors de se rendre au commissariat en début d'après-midi pour signaler la disparition de Marie-Dolores et il signe sa déposition à 13h15. La fillette n'ayant que 8 ans, il est urgent de retrouver sa trace. Chaque minute est cruciale. Une enquête débute alors immédiatement et les policiers demandent à parler à Jean-Baptiste. Quand l'enlèvement présumé a eu lieu, Maria était occupée loin de ses fenêtres, elle n'a rien vu. Seul l'enfant peut parler de ce qui s'est passé. Malgré ses 6 ans et le choc que la disparition de sa sœur a provoqué chez lui, Jean-Baptiste est en mesure de décrire précisément la scène. Je suis arrivé avec une voiture, il m'a appelé avec ma sœur. Après, il a dit que je cherche chez. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma sœur, elle reste là. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là et ta grande sœur non plus? Non. Si l'on en croit l'enfant, l'homme a volontairement séparé frère et sœur en utilisant un faux prétexte, après quoi il aurait quitté les lieux en emmenant Marie-Dolores. Les informations données par Jean-Baptiste sont cruciales, d'autant plus qu'il est aussi en mesure de préciser que l'inconnu conduisait une voiture de couleur grise. Un témoignage rapidement corroboré par Eugène Spinelli, un garagiste carrossier qui a vu sur l'immeuble devant lequel la scène s'est déroulée. Cet homme de 36 ans affirme avoir aperçu une fillette montée délibérément dans une voiture grise aux côtés d'un homme d'une trentaine d'années. Il ajoute qu'il pense que le véhicule en question était une Simca 1100. Seul problème ici, Eugène situe l'enlèvement présumé à 10h50 alors qu'à 11h05, Maria a regardé par la fenêtre et elle a vu sa fille. Ce n'est donc techniquement pas possible. Cette incohérence sème déjà le doute et vous allez voir que ce n'est que la première d'une très longue série. Les recherches commencent et les policiers ont déjà une piste à suivre, mais le véritable tournant de l'affaire s'est en réalité déjà joué à une vingtaine de kilomètres de Marseille, sur la route nationale 96. À 12h15, un dénommé Vincent Martinez roulait tranquillement en direction de Toulon avec sa compagne quand une Peugeot 304 coupé grise a déboulé à vive allure au niveau du carrefour dit de la Pomme, près de Belcoden.
Le propriétaire de ce véhicule avait l'air pressé, si pressé, qu'il a grillé le stop devant lui et qu'il a violemment percuté la Renault 16 de Vincent. L'impact a secoué les deux conducteurs. Pourtant, celui de la Peugeot ne s'est pas arrêté bien longtemps. Il a même plutôt vite repris son chemin. Vincent, choqué mais indemne, s'est retrouvé dans l'impossibilité de poursuivre le fuyard lui-même, son véhicule ayant été trop sévèrement endommagé par la collision. Par chance, un couple de Toulonnais, Alain et Aline Aubert, ont été témoins de l'accident. Il leur a donc demandé de prendre le conducteur de la Peugeot 304 coupé en chasse à sa place, au moins pour relever le numéro d'immatriculation. Ils ont accepté, mais cette filature improvisée a été très courte. Selon les déclarations des époux Aubert, la Peugeot s'est rapidement arrêtée à côté d'une zone boisée. C'est là qu'ils ont vu son conducteur en descendre avec ce qu'ils qualifient de paquet volumineux sous le bras et gravir le remblai pour aller dans la forêt. Le couple a dit qu'il se trouvait à 200 ou 300 mètres de l'homme, tout au plus, et qu'ils ont pu remarquer qu'il était vêtu d'un pantalon foncé et d'un haut de couleur claire. Alors retenez bien cette histoire de paquet volumineux, on y reviendra par la suite. Après ça, Alain et Aline sont retournés auprès de Vincent pour lui rapporter tout ce qu'ils avaient vu et, fort de ces informations, il est allé déposer plainte dans la foulée pour délit de fuite. À 17h, Mohamed Raoult et son contremaître, Henri Goisonne, aident le propriétaire de la fameuse Peugeot à la désembourber de la champignonnière du Vallon, un endroit situé pile dans la zone où les époux Aubert ont soutenu l'avoir vu s'arrêter. Le lendemain, la presse s'est déjà massivement emparée de l'affaire. Les Aubert entendent un appel à témoins à la radio, celui qui concerne Marie-Dolorès. Ils font alors immédiatement le rapprochement avec ce qui s'est passé la veille et ils contactent la gendarmerie de Roquevert pour tout leur raconter. Sans le savoir, Vincent fait la même démarche de son côté. Il a lui aussi fait un lien avec l'homme qui l'a percuté et souhaite modifier ce qu'il avait initialement déclaré aux autorités. Pour les enquêteurs, ça tombe maintenant sous le sens. L'individu qui a enlevé Marie-Dolorès et celui qui a causé l'accident sont probablement la même personne. Par conséquent, ils décident de se fier aux déclarations du couple Aubert et une équipe est envoyée ratisser la zone dans l'après-midi. Dans la champignonnière où la Peugeot s'est embourbée la veille, les gendarmes découvrent un pullover rouge. Le vêtement, imprégné d'une odeur corporelle distincte, est immédiatement confié à l'équipe de la brigade cynophile. Leur expertise en matière de recherche de personnes disparues représente un espoir crucial dans cette affaire délicate. L'objectif est clair, permettre à l'un des chiens de la brigade de capter une piste olfactive à partir du vêtement qui pourrait potentiellement mener à la personne recherchée ou à des indices supplémentaires. Peu de temps après, l'animal marque un arrêt significatif à seulement quelques mètres du point de départ. Il y a non loin un corps dissimulé dans un buisson au bord de la route, celui de Marie-Dolorès Rambla. Cette découverte macabre transforme la nature de l'enquête. Il ne s'agit maintenant plus d'une recherche de personnes, mais d'une investigation criminelle. Le meurtre a été brutal. 15 coups de couteau au niveau de la gorge, 3 sur le dos de la main, et la voûte crânienne de la fillette compte 4 enfoncements causés par des coups de pierre. L'autopsie révèle également qu'elle n'a pas subi d'agression sexuelle, ce qui écarte d'office un mobile de cet ordre. L'individu qui a enlevé Marie-Dolorès l'a fait juste pour pouvoir la tuer d'une manière extrêmement violente. Il est donc évident qu'il est d'une grande dangerosité et qu'il faut retrouver sa trace au plus vite. Le 5 juin au matin, la police identifie le propriétaire de la Peugeot 304 coupée grâce au numéro d'immatriculation relevé par les Aubert. Il s'agit de Christian Ranucci, un représentant de commerce de 20 ans, domicilié à Nice, qui, à première vue, semble avoir le profil type du jeune homme sans histoire. Né le 6 avril 1954 à Avignon, il vit avec sa mère, Héloïse Maton, depuis le divorce de ses parents et son métier de commercial lui permet de sillonner la région PACA dans sa Peugeot 304 coupée grise. C'est un garçon plutôt menu, il est de taille moyenne, mince, il a les cheveux châtains et porte des lunettes. Timide et réservé, Christian a toutefois des amis, une copine et il n'a jamais eu d'ennui avec la justice jusque-là. Le 5 juin, en fin d'après-midi, il est interpellé à son domicile niçois par les gendarmes, mais s'il reconnaît volontiers avoir eu un accident de la circulation le 3 juin et avoir pris la fuite, il nie catégoriquement être impliqué dans le meurtre de Marie-Dolorès. Transféré à Marseille, au commissariat de l'Évêché, Christian est pris en charge par le commissaire Gérard Alessandra, le chef de la brigade criminelle. Le 6 juin dans la matinée, il est confronté à Jean-Baptiste Rambla et à Eugène Spinelli, les deux témoins directs de l'enlèvement, et là, surprise, l'enfant et le garagiste ne reconnaissent pas Christian. Premier couac dans ce dossier qui semblait pourtant si bien ficelé. À midi, c'est au tour des époux Aubert d'être confrontés au suspect et, une fois encore, c'est la déconvenue pour les enquêteurs. Alain et Aline ne parviennent pas à identifier formellement Christian, placé au milieu d'officiers de police. En tout cas,
Jusqu'à 1 heure plus tard. À ce moment-là, le commissaire Alessandra présente à nouveau le jeune homme au couple, sans personne à côté, et, contre toute attente, ils parviennent maintenant à le reconnaître. Cette identification change tout parce qu'en apprenant qu'il a été reconnu, Christian craque complètement et passe aux aveux. Le 6 juin 1974, entre 14h et 17h, il raconte en détail comment il s'y est pris pour enlever Marie-Dolores et précise qu'il l'a tuée parce qu'il a paniqué après l'accident. Il dessine même un croquis des lieux de l'enlèvement, un plan qui correspond parfaitement à ce qui a été observé sur place. Au cours de ses aveux, Christian révèle également que l'arme du crime est un couteau à cran d'arrêt qu'il a ensuite jeté dans la tourbe à la Champignonnière. À 17h30, les gendarmes retournent sur place et à 19h25, ils découvrent effectivement un couteau de ce type, de marque Virginia Inox. Il était enterré sous 20 cm de tourbe, près de l'endroit où a été découvert le pullover rouge, et des traces de sang appartenant au groupe A sont visibles sur la lame. Petite précision importante, Marie-Dolores et Christian sont tous les deux du groupe A. En revanche, un point semble étrange. L'arme a été retrouvée à 1,2 km de l'endroit où les recherches ont débuté. De ce fait, la question est simple. Si Christian avait vraiment donné des indications précises aux gendarmes, pourquoi leur a-t-il fallu 1h55 pour trouver le couteau? Comme vous pouvez le voir, le procès-verbal, daté du 5 juin, mentionne déjà l'arme du crime. Comment a-t-il pu être dressé à ce moment-là si le couteau a réellement été découvert le jour suivant? Et pourquoi existe-t-il une image similaire avec deux couteaux différents? Difficile de voir clair dans tout ça, mais les recherches se poursuivent. Dans le coffre de la Peugeot de Christian, les policiers saisissent un pantalon bleu marine taché de sang qu'il reconnaît avoir porté le jour J. En d'autres termes, l'affaire semble bouclée. Les aveux de Christian sont détaillés, le plan qu'il a dessiné correspond à ce qui a été observé sur le terrain, et l'arme du crime a été retrouvée. Tout concorde. L'opinion publique est satisfaite. Le coupable a été retrouvé en 2 jours seulement, et si Marie-Dolores n'a malheureusement pas pu être sauvée, le monstre qui l'a tué ne pourra plus nuire à personne. La machine judiciaire peut maintenant suivre son cours. Mais si justement, tout n'était pas si concordant et si parfait? Parce que, rappelez-vous, les témoins, eux, n'ont absolument pas reconnu Christian. Christian a beau avoir avoué, il reste un problème de taille dans ce dossier. Les témoins directs du crime ne le reconnaissent pas. Jean-Baptiste a vu l'homme au volant de la voiture qui a emmené sa sœur, il a entendu sa voix et il peut décrire ce ravisseur. Pourtant, lors de la confrontation du 6 juin 1974, le petit garçon a été formel. Christian n'était pas le conducteur du véhicule, il n'est pas celui qui a enlevé Marie-Dolores. De même, quand on lui montre la voiture du jeune homme, Jean-Baptiste dit que ce n'est pas celle qu'il a vue. Bon, d'accord, c'est un enfant de 6 ans, donc on pourrait se dire qu'il est peut-être trop jeune ou alors qu'il ne se souvient pas à cause du traumatisme. Mais le second témoin, Eugène, est lui un adulte. De par son métier, il a de nombreuses années d'expérience dans l'automobile et il affirme avoir vu distinctement le ravisseur de Marie-Dolores l'enlever depuis son garage. Or, lors de la confrontation, Eugène est tout aussi catégorique que le petit Jean-Baptiste. Ça n'est pas lui, l'homme que j'ai vu, n'était pas Christian. 2 témoins, 2 certitudes négatives. C'est pour le moins embarrassant pour les enquêteurs vu que leur suspect a déjà avoué, mais ça n'est pas tout. Il y a aussi le souci du modèle de la voiture. Si Eugène a raison et que le ravisseur de Marie-Dolores conduisait bien une Simca 1100, comment incriminer Christian qui, lui, possède une Peugeot 304 coupée? Pas de panique, j'ai pensé à ceux d'entre vous qui ne sont pas des experts en automobile ou alors qui sont trop jeunes pour connaître les modèles qui existaient dans les années 70. Comme vous pouvez le voir sur ces 2 photos, les 2 véhicules sont assez différents. La Simca 1100 en question est une berline 5 portes assez carrée, elle n'a pas grand chose en commun avec une Peugeot 304 coupée, un modèle 3 portes plus élancé. Il paraît donc surprenant qu'un professionnel comme Eugène pu les confondre. Face à ces contradictions, les avocats de Christian, maître Jean-François Leforçonnet, Paul Lombard et André Fraticelli, vont s'engouffrer dans la brèche. Pour eux, c'est évident, si les témoins directs ne reconnaissent pas leur client, c'est tout simplement qu'il n'est pas coupable. Mais alors, pourquoi les époux Aubert l'ont-ils, eux, formellement identifié? Alain et Aline n'ont pas assisté à l'enlèvement de Marie-Dolores, le couple a juste vu l'accident provoqué par Christian, puis ils l'ont suivi sur demande de Vincent. C'est là où ça devient intéressant parce qu'il s'avère qu'entre le 3 et le 6 juin 1974, leur témoignage a considérablement évolué. Quand ils ont fait leur première déposition à la gendarmerie, le 4 juin, les époux Aubert ont dit que le conducteur de la Peugeot portait un paquet volumineux, comme il l'avait dit à Vincent la veille.
Alain et Aline ont initialement dit avoir observé Christian à distance quand il s'est arrêté, avant de modifier cette déclaration. Ils ont commencé par révéler qu'en réalité, ils se sont approchés pour lui parler, puis qu'il leur a répondu, mais c'est le 6 juin, après leur confrontation avec le jeune homme, que leur version a radicalement changé. Alain déclara à présent aux policiers qu'il a vu Christian sortir un enfant vêtu d'un short blanc de son véhicule et le traîner par le bras sur la colline. Aline, de son côté, dit maintenant avoir entendu ce même enfant dire d'une voix fluette « Qu'est-ce qu'on fait ? Comment un paquet volumineux peut-il se transformer en enfant à la voix fluette en l'espace de quelques jours ?» Pour les avocats de Christian, ces incohérences sont la preuve manifeste que le témoignage des époux Aubert a été orienté. Quand Alain et Aline ont su que Marie-Dolorès avait été enlevée, les policiers ont reconstruit leurs souvenirs pour que leur témoignage colle à l'enquête. Ce phénomène, les psychologues le connaissent bien, c'est ce que l'on appelle la contamination de la mémoire. Quand on vous donne des informations après coup, votre cerveau a tendance à les intégrer à vos souvenirs initiaux. Et ça n'est pas tout, parce que les avocats de Christian vont soulever un autre point très troublant concernant les Aubert. Rappelez-vous, le 6 juin à midi, il leur a été présenté entouré de plusieurs inspecteurs. Ils ne l'ont pas reconnu. 1 heure plus tard, le commissaire Alessandra a présenté Christian seul aux époux Aubert et là, ils l'ont identifié sans hésiter. Comment expliquer un tel virage à 180 degrés ? Pour la défense, c'est évident, cette reconnaissance est bidon. Alain et Aline ont juste dit aux enquêteurs ce qu'ils voulaient entendre. D'ailleurs, aucun procès verbal n'a été dressé au cours de cette prétendue identification, ce qui, selon le code de procédure pénale, est pourtant obligatoire. Face à ces incohérences, l'instruction aurait dû approfondir son enquête, mais curieusement, la juge Hilda Di Marino ne reçoit Christian que 5 fois pendant l'instruction, dont seulement 2 fois en présence de son avocat. Pour une telle affaire, surtout à une époque où la peine de mort est encore en vigueur en France, c'est particulièrement léger. La juge ne reçoit pas non plus Eugène Spinelli et Jean-Baptiste Rambla, les seuls témoins directs des faits. Pour résumer, il y a déjà plusieurs éléments discordants, ainsi que des témoignages curieusement évolutifs, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Parce que quand l'attention va se porter sur le fameux pull au vert rouge, retrouvé dans la champignonnière, les doutes quant à l'identité du coupable ne vont faire qu'augmenter. Peu de temps avant la clôture de l'instruction, Héloïse, la mère de Christian, fait une rencontre qui va bouleverser sa vision de l'affaire. Au parloir de la prison des Baumettes, où elle vient régulièrement voir son fils, elle croise Janine Mattei, dont le fils est lui aussi incarcéré. Au détour d'une conversation, cette dernière révèle une information stupéfiante à Héloïse. Quelques jours avant l'enlèvement de Marie-Dolorès, un homme a tenté d'enlever sa fille, Agnès, âgée de 12 ans. L'individu en question a utilisé exactement la même méthode que pour Marie-Dolorès. Il a demandé un coup de main pour retrouver son petit chien noir. Ce jour-là, Agnès était accompagnée de son amie, Carole Barraco, 11 ans, et par chance, les préadolescentes se sont montrées méfiantes et elles n'ont pas accepté d'aider l'homme, qui est donc vite reparti. Malgré tout, Agnès et Carole ont eu le temps de relever des détails précis. Elles ont toutes les deux affirmé que l'individu portait un pullover rouge, qu'il semblait avoir une trentaine d'années et qu'il conduisait une Simca 1100 grise. Tiens donc, le même modèle de voiture que celui qui a été observé par Eugène Spinelli. Coïncidence ? Mieux encore, Janine Mattei a porté plainte au commissariat de l'Évêché pour cette tentative d'enlèvement. Il y a donc, en toute logique, une trace officielle de ces faits. Après avoir appris tout ça, Héloïse le rapporte aux avocats de son fils, qui demandent un complément d'enquête, et c'est là que ça devient franchement bizarre. Quand les policiers convoquent à nouveau Janine Mattei à l'Évêché, celle-ci confirme son témoignage, mais à sa grande surprise, les policiers lui annoncent qu'ils ne retrouvent pas sa plainte. Pire, le rapport de son audition initiale a lui aussi mystérieusement disparu. Les avocats de Christian demandent alors à ce que Agnès Mattei et Carole Barraco soient directement confrontées à leurs clients. Résultat, elles sont sûres d'elles, il n'est pas l'homme au pullover rouge qui a tenté de les enlever. Nous avons donc maintenant 4 témoins qui ne reconnaissent pas Christian, Jean-Baptiste, Eugène, Agnès et Carole. En condensant leurs déclarations, on peut déduire que le suspect est un homme âgé d'environ 30 ans, qui avait un pullover rouge, une Simca 1100 grise, et qu'il approchait les enfants en prétendant avoir perdu son chien. Et c'est là que le bas blesse, parce que, souvenez-vous, les gendarmes ont justement retrouvé un pullover rouge le 4 juin 1974. Le vêtement correspond en tout point aux descriptions données par Agnès et Carole, mais il n'est pas à la taille de Christian, il est bien trop grand pour lui. De plus, tous ses proches sont formels, ce dernier ne porte jamais de rouge. Alors,
Que fait la police de cette pièce à conviction qui pourrait peut-être innocenter Christian et servir à identifier le véritable coupable ? Rien. Le pullover rouge a été mis sous scellé et c'est tout. Personne ne cherche à identifier réellement son propriétaire. Sous prétexte qu'il a été trouvé près de l'endroit où gisait le corps de Marie-Dolores, il démontre la culpabilité de Christian. Le fait qu'il ne mette jamais de vêtements rouges et que celui-là ne soit pas à sa taille ? Un détail sans importance. Le fait que 2 témoins distincts aient décrit un prédateur portant un pullover de la même couleur ? Une coïncidence. Les avocats de Christian fulminent. Pour eux, c'est sûr, il n'est pas le meurtrier de Marie-Dolores. Par une tragique coïncidence, leur client a eu un accident peu après l'enlèvement, puis il a fui les lieux d'une façon assez louche, et par un malencontreux hasard, il s'est arrêté dans la zone où on a trouvé le corps. Les époux Aubert, sous le choc, auraient ensuite mélangé les 2 affaires. Cette théorie expliquerait effectivement toutes les incohérences, mais il y a néanmoins un problème. Si Christian est innocent, pourquoi est-il resté si longtemps à la champignonnière du Vallon ? Prendre la fuite après avoir provoqué un accident, ça n'a rien de glorieux, mais ça fait juste de vous une personne malhonnête qui essaye d'échapper aux conséquences de ses actes. Ça ne prouve en rien que vous aviez une enfant enfermée dans votre coffre et que vous comptiez mettre un terme à sa vie. En revanche, la présence de Christian sur le lieu de la découverte du corps reste étrange, d'autant plus que le concerné lui-même n'a pas l'air d'être sûr de ce qu'il y faisait. Le jeune homme a dit aux 2 personnes venues désembourber sa voiture qu'il était là pour pique-niquer, mais il a donné une autre version aux enquêteurs. Il a affirmé s'être aventuré dans une galerie de la Champignonnière parce qu'il voulait être tranquille pour réparer une roue de sa voiture qui frottait contre la carrosserie à cause de l'accident. Vous conviendrez que, dans ces conditions, il est assez difficile de croire que Christian n'a rien à voir avec le meurtre de Marie-Dolores. Et en plus, il a avoué avoir commis le crime. Alors, pourquoi faire de tels aveux s'il n'est pas le coupable ? Attendez de découvrir dans quelles conditions Christian a été interrogé. Vous aurez peut-être une petite idée sur la question. Christian n'est pas reconnu par les témoins. Le modèle de sa voiture semble ne pas correspondre, et le pullover rouge n'est visiblement pas le sien, alors pourquoi a-t-il fait des aveux ? C'est la question que tout le monde se pose, et c'est là que l'affaire devient encore plus troublante. Christian finit par dire qu'il ne se souvient pas d'avoir tué Marie-Dolores parce qu'il ne se rappelle d'absolument rien, puis il accuse le commissaire Alessandra de l'avoir torturé pour lui faire avouer un crime qu'il n'a pas commis. Il dit qu'il a été interrogé pendant 18 heures, un interrogatoire interminable durant lequel il aurait subi des violences physiques et psychologiques qui l'auraient poussé à dire n'importe quoi juste pour que ça s'arrête. Évidemment, le commissaire Alessandra dément formellement ces accusations. Pour lui, les aveux de Christian ont été obtenus dans le respect de la procédure. Qui dit la vérité ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut s'intéresser aux méthodes d'interrogatoire qui étaient mises en œuvre dans les années 70. À cette époque, la garde à vue peut durer 48 heures sans qu'un avocat ne soit présent. Le suspect est donc seul face au policier, il n'y a aucun témoin et rien n'est enregistré. Les techniques dites d'affaiblissement psychologique sont couramment utilisées, privation de sommeil, interrogatoire à répétition et alternance entre gentils et méchants flics. En gros, on est loin des standards actuels, maintenant tout est filmé et un avocat peut être présent dès la première heure. Dans le cas de Christian, plusieurs éléments interpellent fortement. Premièrement, il y a la question du mobile. Pourquoi Christian, qui n'avait jamais eu affaire à la police, aurait-il soudainement décidé d'enlever et de tuer sauvagement qui que ce soit ? L'accusation parle d'un coup de folie dû à l'accident, mais selon les psychiatres qui l'ont examiné, il n'a aucun trouble mental qui pourrait expliquer un passage à l'acte aussi violent. De même, les médecins pensent que l'amnésie sélective de Christian est simulée. Deuxièmement, il n'a avoué qu'après sa confrontation avec les époux Aubert. Avant ça, malgré des heures d'interrogatoire, il clamait fermement son innocence. Troisièmement, ses aveux sont d'une précision remarquable pour quelqu'un qui a prétendument agi dans un état second. Est-il réellement possible de se souvenir de chaque détail quand on affirme avoir perdu le contrôle ? Quatrièmement, Christian a affirmé s'être débarrassé de l'arme du crime sans réfléchir. Or, selon les termes du procès-verbal, le couteau a été découvert enterré dans la tourbe. Quand a-t-il trouvé le temps de l'enfouir sous 20 cm de tourbe s'il l'a juste jeté au hasard avant de fuir ? Et si Christian est revenu sur les lieux pour dissimuler proprement le couteau après coup, ça supposerait une forme de préméditation qui ne colle pas du tout avec la thèse de l'acte impulsif. De plus, il a affirmé avoir paniqué et poignardé Marie-Dolores parce qu'elle criait, mais les époux Aubert, témoins de la scène selon la version officielle, déclarent que l'enfant qu'ils ont vu avec lui était calme et qu'ils n'ont entendu aucun cri. Alors,
Comment expliquer cette énième contradiction entre les aveux de Christian et leurs témoignages? Pour les spécialistes des faux aveux, son cas présente tous les signes classiques d'une confession forcée. D'abord, le profil du suspect. Jeune, influençable, sans aucune expérience du système judiciaire, exactement le type de personne susceptible de craquer facilement sous la pression. Ensuite, la technique utilisée. Confronter le suspect aux preuves recueillies contre lui pour le faire douter de ses propres souvenirs. En l'occurrence, l'identification par les époux Aubert. Enfin, la promesse implicite que les choses se passeront mieux s'il avoue parce que, dans les années 70, beaucoup de suspects pensent encore, à tort, qu'avouer leur évitera la peine de mort. Seulement, c'est loin d'être vrai et une fois les aveux obtenus, il est très difficile de revenir en arrière. La machine judiciaire s'emballe et toute forme de rétractation est perçue comme un mensonge supplémentaire. D'ailleurs, il ne s'est écoulé que 3 semaines quand Christian commence à dire qu'il ne se rappelle de rien, mais il est déjà trop tard. Tout ce que l'opinion publique et les médias ont retenu, c'est qu'il a avoué, et cette nouvelle version est donc quasi immédiatement présentée comme une manœuvre de la défense. Pour les avocats de Christian, la conclusion tombe sous le sens. Il a avoué un crime qu'il n'a pas commis, éreinté par 18 heures d'interrogatoire, mené selon des méthodes douteuses. Ces aveux détaillés, ils lui ont été soufflés par les policiers qui connaissaient déjà les lieux et les circonstances du crime. Le plan qu'il a dessiné, il suffit de quelques questions orientées pour qu'un suspect note des éléments qu'on vient de lui décrire sur le papier. L'emplacement du couteau, les policiers l'avaient déjà trouvé et voulaient juste que Christian confirme cette découverte. Toutes ces théories peuvent paraître invraisemblables, mais il ne s'agirait malheureusement pas d'un cas isolé. Les erreurs judiciaires basées sur de faux aveux sont plus courantes qu'on ne le pense. Et en 1974, sans avocat, enregistrement ou contrôle extérieur, tout était possible. Non, l'évidence semble être là, mais comme le dit l'adage, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Face à toutes ces zones d'ombre, on pourrait s'attendre à ce que la justice fasse preuve de prudence. Après tout, quand des doutes existent, la tradition veut qu'il profite à l'accusé. Mais c'était sans compter sur le contexte de l'époque. Le 9 mars 1976, le procès de Christian s'ouvre à la cour d'assises d'Aix-en-Provence et l'ambiance y est électrique. Quelques semaines plus tôt, l'affaire Patrick Henry, que j'ai déjà traitée sur la chaîne, avait déjà considérablement secoué l'opinion publique. L'homme avait enlevé et tué Philippe Bertrand, 8 ans, tout en faisant preuve d'un cynisme abject. En d'autres termes, le crime de Patrick Henry a déjà créé un climat de lynchage médiatique qui va peser lourdement sur le procès de Christian. Devant le palais de justice, la foule brandit des banderoles au slogan « Vengeur » et réclame sa condamnation à mort à grands cris. Cette pression populaire est alimentée par une presse qui ne fait pas dans la nuance. Les journaux parlent du monstre de Marseille, de l'assassin aux lunettes. La présomption d'innocence ne les intéresse clairement pas. À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère n'est pas plus apaisée. La salle d'audience est archi-comble, remplie de familles de victimes d'autres affaires venues exprimer leur colère. Le président Antoine Antonat a beau donner des coups de marteau pour demander le silence, des murmures hostiles accompagnent chaque apparition de Christian. C'est dans ce contexte, on ne peut plus tendu, qu'il va commettre une très grossière erreur. Au lieu d'inspirer la pitié ou au moins la compréhension, Christian agace par son arrogance et son attitude détachée. Il accumule les contradictions et ses explications finissent par paraître peu crédibles. Il a l'air de ne même pas comprendre qu'il risque fortement d'être condamné à mort et il ignore les conseils de ses avocats. Quand le président lui demande s'il regrette ses actes, Christian répond, je cite, « Je ne peux pas regretter ce que je n'ai pas fait ». Sa réponse est logique, mais elle sonne mal aux oreilles des jurés, déjà agacés par son comportement et influencés par les hurlements de la foule massée à l'extérieur. Les avocats de Christian vont pourtant déployer tout leur talent pour tenter de sauver leurs clients. Paul Lombard est un ténor du barreau de Marseille et un habitué des grandes affaires criminelles qui a déjà sauvé 16 condamnés à mort. Sa plaidoirie dure plus de 4 heures et démonte point par point les arguments de l'accusation. Il dénonce une enquête bâclée, des témoignages orientés et une instruction superficielle. Maître Lombard plaide l'acquittement pur et simple, invoquant les lacunes du dossier et l'absence de preuves formelles. Il croit sincèrement en l'innocence de Christian et il refuse de plaider la culpabilité avec circonstances atténuantes. Sa plaidoirie brillante a pourtant du mal à calmer l'indignation générale. En face, Gilbert Collard, l'avocat de la partie civile. Il défend la famille Rambla avec véhémence et exige que justice soit rendue. Cependant, il est opposé à la peine de mort et ne la requiert pas,
une décision qu'il a prise avec l'accord des parents de Marie-Dolores. Mais l'avocat général, Armand Viala, s'en moque éperdument. Lui n'est pas un abolitionniste, il abonde dans le sens de l'opinion publique et il demande donc la peine capitale. Le 10 mars 1976, après moins de 2 jours de débat, le jury rend son verdict. Christian Ranucci est déclaré coupable, 9 voix contre 3. Les circonstances atténuantes sont rejetées et la peine de mort prononcée. Ces 3 voix en faveur de l'acquittement montrent qu'il y avait bien des doutes, même parmi les jurés, mais ça n'a pas suffi à sauver Christian. Dehors, la foule applaudit. Aux yeux de tous ces gens, la justice a triomphé. Toutefois, l'affaire ne s'arrête pas là, parce que les avocats de Christian vont se battre jusqu'au bout. Ils commencent par déposer un pourvoi en cassation qui est rejeté le 17 juillet 1976. Ils demandent ensuite une grâce présidentielle à Valéry Giscard d'Estaing et le 21 juillet, Maître Lombard est reçu à l'Élysée pour plaider la cause de son client. L'entretien dure 45 minutes, durant lesquelles l'avocat expose tous les doutes qui pèsent sur ce dossier en suppliant le président de commuer la condamnation à mort de Christian en une peine de prison à vie. Valéry Giscard d'Estaing s'est déjà prononcé publiquement contre la peine de mort, mais il ne s'engage pas immédiatement. Il écoute, pose quelques questions et promet de réfléchir à la question. Mais peu de temps après, le destin va jouer un tour cruel à Christian. Le 24 juillet 1976, tous les médias annoncent que quelques jours auparavant, Vincent Gallardo, 6 ans, a été enlevé au Pradé, près de Toulon, et que son ravisseur l'a noyé. Cette nouvelle affaire d'infanticide relance l'émotion du public et pousse le président à durcir sa position. Par conséquent, le 26 juillet, Valéry Giscard d'Estaing refuse d'accorder sa grâce à Christian. Dans la nuit du 28 juillet 1976, Christian est tiré de son sommeil pour être guillotiné dans la cour de la prison des Baumettes. Réveillé en sursaut, il clame encore son innocence et demande « Qu'est-ce qu'on est encore allé raconter à Giscard ?» Christian prend la cigarette qu'on lui tend, mais refuse le verre d'alcool et rejette le prêtre d'un négatif catégorique. Ses avocats lui lisent une dernière lettre de sa mère, une lettre manuscrite conservée 46 ans aux archives. Il est 4h13 lorsque la lame tombe. À 22 ans, Christian Ranucci vient d'être exécuté. 2 de ses avocats affirment qu'il a dit « réhabilitez-moi » juste avant de mourir, quand d'autres affirment qu'il n'a pas prononcé un seul mot. L'exécution n'a duré que quelques secondes, au terme desquelles Christian est devenu le premier condamné à mort guillotiné sous le septennat de Giscard d'Estaing et l'avant-avant-dernier exécuté en France. Le tout dernier sera Hamida Djandoubi, guillotiné le 10 septembre 1977, également aux Bonnettes. Mais l'histoire de Christian Ranucci ne s'arrête pas avec sa mort. En 1978, Gilles Perrault publie Le Pullover Rouge, un livre qui dévoile toutes les zones d'ombre de cette affaire au grand public. Cet écrivain et journaliste reconnu a mené sa propre contre-enquête et son ouvrage démonte la version officielle, soulevant de nombreuses questions. Le Pullover Rouge se vend à plus d'1 million d'exemplaires et relance le débat. Pour beaucoup de ceux qui l'ont lu, l'État français a clairement exécuté un innocent. Le livre devient un symbole de la lutte abolitionniste et pèse dans le débat public. 3 ans plus tard, François Mitterrand promulguera la loi portant abolition de la peine de mort, en partie grâce à des affaires comme celle-ci. Présentée par Robert Badinter, et pas Badinter, comme j'ai pu le dire dans la vidéo sur l'affaire Philippe Bertrand. D'ailleurs, vous m'avez pas raté dans les commentaires. Héloïse, la mère de Christian, consacre le reste de sa vie à tenter de réhabiliter son fils à titre posthume. Elle dépose 3 demandes de révision successives en 1979, 1987 et 1991. Elle écrit, témoigne et se bat contre l'indifférence des institutions, mais toutes ces demandes sont rejetées. À chaque fois, la justice refuse d'admettre qu'elle a pu se tromper parce que reconnaître l'innocence de Christian reviendrait à avouer que l'État a tué un jeune homme par erreur. Politiquement, c'est compliqué à assumer. Héloïse s'éteint en 2013 à l'âge de 90 ans, sans avoir jamais réussi à obtenir la réhabilitation de son fils, Christian Ranucci. Le plus dingue dans cette affaire, c'est que Jean-Baptiste Rambla, le frère de Marie-Dolores, est lui-même devenu un meurtrier. En 2004, à Marseille, il tue son ancienne employeuse de 42 ans, Corinne Bedel, sur fond d'addiction aux drogues dures. Condamné à 18 ans de prison, Jean-Baptiste bénéficie d'une libération conditionnelle en 2015, mais il commet un second meurtre 2 ans plus tard à Toulouse. Âgé de 49 ans, il s'attaque cette fois à Cynthia Lunimbu, 21 ans. Un deuxième meurtre tout aussi gratuit que le premier, commis 13 ans plus tard. Cette fois, Jean-Baptiste est condamné à perpétuité et renonce à faire appel de sa condamnation, affirmant que, depuis ses 6 ans, il n'a plus d'avenir et qu'il regrette que Christian ne l'ait pas tué lui aussi. Selon les psychiatres, le traumatisme et la culpabilité liés à l'enlèvement de sa sœur, ainsi que la surmédiatisation de l'affaire, ont contribué à son passage à l'acte.
Pour en revenir à Christian, aujourd'hui encore, il reste impossible de déterminer avec certitude s'il était coupable ou innocent. Toutes les preuves matérielles ont été détruites et beaucoup de témoins sont morts. Nous ne saurons donc vraisemblablement jamais la vérité. Mais, selon vous, Christian a-t-il vraiment tué Marie-Dolores Rambla ou pas ? Et sa condamnation à mort était-elle justifiée ou non ? Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et comme d'habitude, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut.